Et bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Je veux créer mon entreprise. Et bonjour Hervé. Bonjour Alice. Alors, quelques petites règles et consignes pour démarrer. Vous avez donc sur la droite de votre écran la possibilité de chatter et puis de dire bonjour à tout le monde, mais aussi de déposer vos questions dans l'onglet questions. On va récolter les questions et puis on les traitera plutôt vers la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à nous alimenter en questions. Et puis, si certaines questions vous intéressent, vous pourrez cliquer dessus pour les faire remonter dans le classement pour qu'on les voit bien et qu'on n'oublie pas d'y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas, de manière à ce que ça puisse être interactif. Sur cette plateforme, vous ne pouvez pas ouvrir votre micro pour vous adresser en direct à nous, mais passez par l'écrit, on sera ravis de répondre à vos questions. Alors, ce webinaire « Je veux créer mon entreprise » s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui ont démarré lundi dernier et qui durent 2 semaines, qui terminent donc vendredi 21 octobre, et qui sont organisées pour la 3e édition par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, qui sont l'APEC pour les cadres, et puis pour tous les salariés de droit privé, les indépendants, qui sont le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH, Corse, et Axis Martinique. C'est un événement qui est 100% digital, gratuit et accessible à tous et qui place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques tels que « Je veux me reconvertir »,« Je veux connaître les dispositifs de financement de formation »,« Je veux valoriser mes compétences » et puis tout un tas de webinaires aussi proposés à destination des entreprises et des focus métiers les après-midi. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site où vous êtes déjà inscrit sur notre webinaire pour voir la programmation des prochains webinaires. Donc, je me présente, je suis Alice Denmanivon, je suis manager de groupement pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis ravie de co-animer ce webinaire avec Hervé Mazanet. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Hervé Mazanet, je suis conseiller en évolution professionnelle à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde. Et dans un passé pas si lointain que ça, j'ai aussi été conseiller en création d'entreprise. C'est pour ça que je souhaitais intervenir pour faire part un petit peu de mon expérience et de mon expertise sur la conduite de projets en création d'entreprise. On verra, c'est pas du tout, c'est pas le même métier, le conseil en création d'entreprise et le conseil en évolution professionnelle, mais ce sont deux métiers qui sont très complémentaires. Et on va voir justement comment ça s'articule dans la conduite d'un projet de création d'entreprise. Eh bien, Alors, Hervé, c'est à toi. eh ben avec plaisir. Donc, ce qu'on va voir effectivement sur ce webinaire, c'est les différentes étapes, de la création, les conseils, les bons conseils, bonnes pratiques. Et aussi, on fera un focus, Alice reviendra sur la fin du webinaire, on fera un focus particulier sur un dispositif d'émission reconversion pour la création d'entreprise, qui n'est pas le seul dispositif mobilisable pour la création d'entreprise, mais qui en est un particulier sur lequel on reviendra, puisqu'il nécessite de faire appel obligatoirement à un conseil en évolution professionnelle dans ce cas-là. Mais on peut aussi contacter un conseiller en évolution professionnelle quand on a un projet et qu'on ne veut pas mobiliser le dispositif démissionnaire. On a pris le parti de répondre aux questions en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat tout au long de la présentation. On y répondra. On prendra un temps dédié à cela en fin de présentation, mais on ne va pas s'arrêter pendant la présentation. Alors, comme dans projet de création d'entreprise, il y a projet. Ça veut dire il faut gérer un projet avant de parler de création d'entreprise. Et pour ça, un projet, il y a des méthodes, c'est ce qu'on va voir. Il y a des bonnes méthodes, des bonnes pratiques. C'est un projet, ça se planifie aussi. Il faut savoir le projeter dans le temps. D'accord, savoir combien de temps ça va prendre, quel temps on dédie effectivement à la résolution de chacune de ces étapes. Il faut savoir aussi bien s'entourer de personnes qui sont compétentes, qui sont experts dans chacun de leurs domaines. Il faut aussi envisager éventuellement d'autres pistes si jamais ce projet n'aboutissait pas, c'est-à-dire que éventuellement se former. Alors ça veut dire que quand on a un projet de création d'entreprise, on peut aussi rencontrer un conseiller en évolution professionnelle au démarrage, d'accord, dans le but non seulement pas forcément d'être informé sur l'expertise de la création, mais déjà de positionner son projet dans son projet de transition professionnelle. Parce que le conseiller en évolution professionnelle, c'est une personne qui est un spécialiste des projets de transition et donc qui peut voir avec vous le planifier, qui peut vous aider aussi à le programmer et qui peut aussi voir quelles sont les alternatives et les dispositifs utiles et mobilisables pour vous.
Donc on va démarrer sur, la création d'entreprise à proprement parler et il y a, pour, réussir un projet de création d'entreprise dans les meilleures conditions, il y a un parcours, hein, d'accord? Avec plusieurs étapes et chacune de ces étapes à réaliser dans un ordre qui est proposé, à savoir commencer par l'adéquation entre le porteur et projet. Est-ce que je suis bien la bonne personne pour créer mon entreprise? Ensuite, poursuivre sur l'étude commerciale. Est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que j'aurai des clients? Puis l'étude financière. Est-ce que mon activité, je peux la financer? Est-ce que mon activité, elle sera suffisamment rentable? Enfin, l'étude juridique, sociale et fiscale. Quel va être le meilleur véhicule juridique pour moi pour entreprendre? Et ça, c'est souvent une question, vous voyez, qu'on se pose en préalable du projet, hein, qu'on place même avant le fait de savoir si on est bien au bon endroit et à la bonne personne. Alors que vous voyez, elle n'arrive qu'en quatrième étape. Il y a des raisons à cela. Et c'est aussi quand on progresse dans le projet de création d'entreprise, de se poser les bonnes questions au bon moment et de peut-être pas se polluer ou s'inquiéter sur des questions pour lesquelles on n'aurait pas les réponses à l'instant où on va se les poser. Puis évidemment, il y aura la question suivante, c'est les aides. On va voir qu'il y a des aides à la création d'entreprise. Alice a parlé elle n'en a pas parlé, mais elle va parler du dispositif démissionnaire qui permettra de mobiliser une partie des aides, mais il y en a d'autres pour la création. Et enfin, quelles sont les démarches et les formalités à réaliser pour créer son entreprise. Et puis ensuite, ben, ça ne fait que commencer, c'est pas la fin, mais c'est la fin du projet, c'est le début de l'activité, c'est le début de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Donc on va cheminer ensemble sur toutes ces étapes, à commencer par se poser la question de savoir si on est la bonne personne, pour créer son entreprise. Alors bonne personne pour elle, ça veut dire d'avoir des compétences et dans le métier de chef d'entreprise, il y a plusieurs métiers et donc on va y avoir plusieurs compétences à mobiliser, plusieurs domaines de compétences à mobiliser. Le premier métier, ça va être le métier dans lequel on exerce, hein, si on est, par exemple, électricien, si on veut monter une activité d'électricien ou si on veut monter une activité de taxi ou de VTC ou si on veut avoir une activité je cite que des activités artisanales, hein, désolé, c'est un défaut, mais un commerce, un restaurant par exemple, bah, il va falloir avoir des savoir-faire, des compétences, des connaissances techniques dans ce métier. Et ça suppose effectivement, ça c'est la partie donc connaissance métier technique, le technicien, le chef d'entreprise technicien de son métier. Certains de ces métiers sont réglementés. Ça veut dire que non seulement il faut savoir faire, mais dans certains cas, il faut aussi avoir des diplômes ou de l'expérience professionnelle pour pouvoir immatriculer une activité. Alors, c'est le cas de certaines activités artisanales. Par exemple, l'activité que j'ai citée, les activités de la construction, électricien, nécessitent d'avoir soit un diplôme d'électricien, soit une expérience professionnelle confirmée de au moins 3 ans pour pouvoir immatriculer l'activité. Ça veut dire que si vous ne les avez pas, vous aurez beau savoir faire, d'accord, mais vous ne pourrez pas immatriculer l'activité. Ça sous-entend, vous voyez, ça veut dire que ça, c'est des choses que vous pouvez évoquer aussi en amont du projet avec le conseiller en évolution professionnelle, si vous l'avez rencontré, pour voir quelle peut être une étape préalable de formation ou de validation des acquis d'expérience pour obtenir les diplômes, les certifications nécessaires pour pouvoir immatriculer l'entreprise. Parce que si vous faites toutes les démarches de création et que vous apercevez à la fin que vous n'êtes pas dans la réglementation, vous ne pourrez pas immatriculer, vous aurez fait tout ça pour rien. Ça, c'est le premier métier du chef d'entreprise, c'est le technicien. Mais ensuite, vous n'allez pas commencer par faire, vous allez commencer par vendre. La première chose que vous devrez faire en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est vendre. Et pour ça, il va falloir avoir des compétences commerciales. Puis, il va falloir vendre, mais il va falloir vendre bien, c'est-à-dire il va falloir vendre plus cher que ce que ça vous a coûté, idéalement, sinon vous allez perdre de l'argent. Et pour cela, il va falloir savoir gérer, d'accord, bien dépenser, pas trop dépenser, hein, gérer ses charges, gérer sa trésorerie. On peut avoir une activité on peut avoir beaucoup d'activités, mais avec des délais de règlement qui sont éloignés. Et à ce moment-là, on va peut-être tomber en panne sur la route, malgré qu'on ait des chantiers, etc., parce qu'on n'aura pas le carburant, le cash nécessaire pour faire avancer son véhicule, pour mettre de l'essence. Et on sait que l'essence, ça coûte cher aujourd'hui. Et enfin, il faut avoir aussi dans chef d'entreprise, il y a le mot chef. Alors ça se décline hein, à tous les genres, hein. On peut mettre chef de FE, hein, ça marche aussi très bien, mais ça suppose de savoir effectivement manager. Alors quand on pense au management, on pense nécessairement aux activités qui ont des salariés, quand on doit manager des salariés dans son entreprise. Mais la première personne qu'on va devoir manager, c'est soit en qualité de chef d'entreprise.
Ça veut dire qu'il va falloir être responsable, il va falloir être discipliné, il va falloir savoir se lever tous les matins, savoir être motivé, pour entreprendre et savoir aussi rebondir face aux difficultés, prendre des décisions. Il y aura des situations, l'entreprise ne peut pas rester sans décision, donc il y aura des situations qui seront où il n'y a pas de bonnes décisions à prendre, mais il faudra prendre des décisions quand même. Il y aura peut-être des moins bonnes, moins mauvaises que d'autres et il faudra savoir prendre ces décisions malgré le fait qu'on n'ait pas forcément toute la meilleure solution qui s'offre à nous à ce moment-là. C'est important, cette dimension-là, elle est souvent aussi pas forcément, envisagée. Ce qui est important, c'est, de bien, vérifier qu'on ait bien des compétences dans chacun de ces domaines. C'est pas soit l'un, soit l'autre, mais la réussite de l'entreprise, du chef, c'est effectivement la combinaison de l'ensemble de ces compétences. Alors on peut avoir un petit peu moins de compétences dans l'un ou l'autre de ces domaines. À ce moment-là, on peut les renforcer, hein, toujours, hein, ça peut être un examen fait avec son conseil en évolution professionnelle pour dire bah, j'ai besoin de renforcer mes compétences en gestion, je suis un bon technicien, mais j'ai besoin de renforcer mes compétences commerciales. C'est souvent un problème qu'on peut rencontrer. On a des personnes qui sont, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans l'artisanat, qui sont d'excellents techniciens avec un très bon savoir-faire, mais face à un client, pour savoir convaincre, vendre bien, etc., ils sont un petit peu plus rentrés parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude, ils n'ont pas appris à faire. C'est des choses qui peuvent effectivement être des préalables nécessaires. Donc, réunir le métier de chef d'entreprise, c'est 4 métiers et donc 4 domaines de compétences: produire, vendre, gérer et manager. Alors, il faut des compétences, mais il faut aussi des motivations, un état d'esprit. Bon, là, on vous a donné des exemples, d'accord? Il faut de la combativité, de la ténacité, savoir prendre des risques. Bon, c'est des choses, c'est pas forcément, alors c'est des préalables, mais c'est des choses aussi qui vont se développer au fil et à mesure. On n'est peut-être pas un natural born entrepreneur, un entrepreneur né, hein, mais on peut le devenir, hein, ça s'apprend aussi. Puis, il y a la force de l'expérience, elle est très importante dans l'entrepreneuriat. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de qualités à avoir, à commencer par la ténacité, effectivement, ne pas renoncer face aux premiers refus, aux premiers échecs, aux premières difficultés. Ça semble important parce que il y aura les situations, après le projet ne vont pas nécessairement se passer comme on l'aurait souhaité, de façon idéale. Il faudra être en capacité à se relever, à prolonger, à continuer et à vouloir, aboutir. C'est important, même s'il faudra être capable aussi d'être suffisamment souple pour ne pas s'entêter dans une direction qui est pas la bonne et trouver d'autres solutions si ce qu'on propose ne convient pas, ou si on n'a pas la bonne proposition commerciale, et cetera. Donc vous voyez, c'est une alchimie, hein, aussi, hein. C'est pas simplement être un winner, hein. Faut être aussi à l'écoute, faut être capable, et cetera. Donc là-dessus, je veux dire, plutôt qu'un alors on peut effectivement faire un bilan, se poser la question de savoir en amont si on est, là-dessus, mais on peut aussi peut-être se reposer sur, quelque chose qui va être important, c'est qu'il y a un état d'esprit, mais il y a surtout une dynamique. Il faut être capable d'entreprendre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui fait. C'est en faisant qu'on fait et ça, c'est une bonne preuve que vous auriez, de vérifier si vous êtes effectivement, en tout cas, si vous avez ces qualités-là, on va le voir, de mettre en œuvre votre projet dès le stade de l'étude, d'accord? Et d'être acteur de votre projet, d'accord? Au stade, dès le début, d'être capable de faire, de pousser des portes, d'aller rencontrer des fournisseurs, des clients potentiels, de rencontrer, des experts, des spécialistes, des chambres consulaires, par exemple, hein. J'en profite pour me faire un peu ma pub au passage, mais pour vous dire, ou d'autres conseillers, en tout cas, faire, c'est une dimension absolument déterminante pour la réussite du projet, être dans une dynamique, d'accord, de projet, puis ensuite entrepreneurial. Et le projet, c'est quelque chose qui permet de tester sa dynamique, de l'entretenir et de voir de l'améliorer. Et c'est ce qu'on et donc, une bonne façon de tester sa dynamique et d'entreprendre, c'est justement, de réaliser une étude de marché. Alors l'étude de marché, c'est une étape qui est souvent difficile à envisager pour les porteurs de projets. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le mot étude dedans. Alors étude, ça fait un peu scientifique, puis on n'a pas tous forcément de très bons souvenirs qu'on a été sur les bancs de l'école à faire des études, hein, donc c'est pas très glamour comme ça. Mais on va voir, c'est quelque chose de très pratico-pratique. C'est pas, on va pas vous demander, c'est pas nécessairement d'étudier des statistiques, des données scientifiques très précises. En fait, ça peut être à l'échelle, d'un porteur de projet, le fait d'être capable d'aller sur le terrain surtout, hein, puisque la première question qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'on va s'implanter? Donc il faut connaître son marché local, il faut savoir, qu'est-ce qu'il y a sur ce marché, hein.
Alors qui est-ce qu'il y a? Bah, il y a des clients. Il faut espérer qu'il y ait des clients parce que s'il y en a pas, bah, il y aura pas de marché. Est-ce qu'il y a des concurrents? Alors, on peut se poser la question de savoir s'il faut qu'il y ait des concurrents ou s'il faut pas qu'il y en ait. Bon, le concurrent, il faut pas partir du principe qu'il faut pas qu'il y en ait nécessairement pour que ce soit un bon projet. Parce que s'il y a pas de concurrent, ça peut vouloir dire aussi qu'il y ait pas de clients. Donc, vous voyez, il y a des donc le fait, et puis s'il y a des concurrents et qu'on les a pas vus, c'est pas bon aussi parce qu'on ne saura pas se positionner par rapport à eux, pas face à nos clients. Donc, faire ces repérages-là de terrain, d'accord, de repérer les clients, les concurrents, pour savoir effectivement ben, comment moi je vais pouvoir faire une proposition qui réponde d'une part aux attentes de mes clients, mais qui réponde aussi, qui soit positionné par rapport à la concurrence, soit en termes de prix ou en termes de service, et si possible même, qui soit mieux positionné que mes concurrents, c'est encore bien mieux. Bah, c'est l'étude de marché qui va vous le permettre, c'est-à-dire en prenant votre petit bâton de pèlerin, en allant sur votre marché, rencontrer, enquêter, observer, d'accord? De façon très pratico-pratique, ça va aussi vous permettre de commencer à mettre sur votre tête, à coiffer cette casquette de chef d'entreprise et de voir si elle est bien ajustée, voir si, il y a pas, elle doit pas être un petit peu, modifiée, remplacée et cetera, et voir si, et prendre aussi de l'assurance par rapport à votre projet. Cette assurance qui sera très utile quand vous devrez défendre votre projet, peut-être face à une commission, face à un banquier, face à des clients, d'accord, par la suite. Et puis des fournisseurs aussi, effectivement, pour, savoir, pour pouvoir vous fournir tout simplement, pour pouvoir bien acheter, pour pouvoir aussi être sûr d'être livré, d'être en capacité à satisfaire vos clients dans les délais que vous avez, effectivement, que vous avez vendus. Et ça passera peut-être par les délais que vous aurez négociés avec vos fournisseurs, et puis enfin aussi d'avoir, avec vos fournisseurs des liens en termes de financiers aussi qui permettent de différer vos règlements, qui permettent d'avoir des promotions et cetera, et cetera, et cetera. Cette étude de marché à proprement parler, c'est ça, quelque chose qui est important aussi, c'est de bien connaître la réglementation de son secteur d'activité, savoir effectivement quels sont les taux de TVA, savoir quelles sont les tendances, savoir quelles sont les innovations un petit peu dans ce marché. Et de cette étude de marché, on va décider de la place qu'on va occuper sur son marché. Hein, on imagine qu'on est sur un marché, le marché du dimanche, hein. Est-ce qu'on va se mettre à côté du boulanger, de celui qui vend le pain, ou est-ce qu'on va se mettre à côté à l'entrée du marché? Est-ce qu'on va se mettre à côté de l'église, et cetera? Bon, l'image, bon, un petit peu compliqué, mais tout ça pour dire il faut trouver son emplacement, son marché. Pour ça, on va sélectionner le type de produit et de service qu'on veut proposer. Alors, c'est bien le type de produit et service qu'on veut proposer, mais parce qu'on a vérifié que le client le demandait. Si on veut proposer un produit que le client ne veut pas, vous voyez, ça ne marchera pas. Donc, on passe directement, sans avoir étudié préalablement, à l'étape de définition de sa stratégie commerciale, hein, puisque ça, le quoi elle commence, c'est plutôt de la stratégie commerciale, à proprement parler, savoir qu'est-ce qu'on va vendre. On n'est pas là pour avoir raison. Si on veut vendre quelque chose et que notre client n'en veut pas, bah, on n'arrivera pas à le vendre. Donc il faut connaître la raison du client. Bien évidemment, si le client veut quelque chose qui n'est pas conforme à son besoin, il faudra être capable de lui dire. Mais c'est bien le client, entre guillemets, qui aura raison in fine. Et puis après, de ça, une fois qu'on a défini son produit ou ce qu'on voulait faire, hein, ce qu'on voulait vendre, comment on voulait le vendre, combien on voulait le vendre, où est-ce qu'on voulait le vendre, comment on voulait le vendre, est-ce qu'on veut le vendre en physique, est-ce qu'on veut le vendre sur internet, et cetera. Eh bien, ça va nous permettre de déterminer les moyens, d'accord, nécessaires à la réalisation de son projet. Et dans ces moyens, il peut y avoir des moyens humains. Je vais peut-être avoir besoin de compétences, de bras, d'accord, de relations, de partenaires, de prescriptions, d'accord? Donc ça, c'est les moyens humains. Je vais avoir besoin de moyens matériels. Ben oui, si demain je suis électricien, je vais avoir besoin d'équipements, d'accord? Je vais aussi avoir besoin d'un camion, je vais avoir besoin, d'accord? Et puis je vais avoir besoin de communication aussi parce qu'il va falloir que je me fasse connaître. Parce que quand je vais commencer, je ne serai pas connu, et donc il va falloir que je communique sur mon activité. Et ces moyens, donc une fois qu'on en est au stade de moyen, qu'on sait où on est, qu'on a déterminé nos moyens, ça veut dire qu'on a un projet, c'est plus une idée.
on a matérialisé, on a formalisé notre idée en un projet, on a arrêté, on a fait des choix. Et ces choix-là, on va pouvoir maintenant faire le plan de notre entreprise. Et ce plan, il va nous permettre de passer à l'étape suivante, qui est l'étape du financement du projet. Hein, je sais de quoi j'ai besoin, d'accord. Donc ça veut dire que je peux maintenant chiffrer mon projet. Combien ça coûte? Donc j'ai besoin d'un camion, j'ai besoin d'un emplacement, d'un local technique, j'ai besoin, de communication, d'acheter, de faire de décorer mon camion, en tout cas de l'habiller et cetera. J'ai besoin de machines. Maintenant, ça me coûte combien? Ça me coûte, admettons 50 000 €. Eh bien, est-ce que j'ai 50 000 €? Hein? C'est la première question qu'on va se poser. Si on veut démarrer son activité, il faut pouvoir la financer. Bon, il faudra pour être capable de financer un petit peu plus que ça, parce que je peux financer le démarrage de mon activité, je peux acheter les moyens, mais il faudra aussi que je finance le démarrage, mon stock, mon carburant, mon assurance, et cetera. Donc, j'aurai un petit peu plus que ça, mais admettons que j'ai un besoin de 50 000, bah, si en face, moi, en termes de capacité de financement, c'est-à-dire j'ai 30 000 €, eh bien, je ne peux pas démarrer mon activité. Il faudra nécessairement que j'ai 50 000. Donc il faudra, si j'ai 30 000, peut-être que j'aille chercher un financement complémentaire. Donc dans les financements complémentaires, on pense effectivement aux banques, mais il en existe d'autres, on en parlera, quand on sera aux aides. Mais en tout cas, je ne pourrais pas financer seul mon projet. Puis la question peut se poser de savoir, même si je peux financer mon projet, est-ce que j'ai pas intérêt d'aller quand même, pour partie, tout de partie, chercher un financement complémentaire pour garder moi une réserve en cas de pépin, ou si j'ai besoin de remettre au pot, d'accord, après mon démarrage. Donc ça, c'est la question du financement. Combien ça coûte et est-ce que je peux financer? C'est la première question qu'on va se poser dans l'analyse financière de son projet. La deuxième question qu'on va se poser, c'est, maintenant que j'ai financé mon activité, est-ce que mon activité est rentable? C'est-à-dire que quand j'ai encaissé, mon chiffre d'affaires, payé toutes mes charges, heu, payé, ben, il va me rester ce qui me reste, est-ce que c'est suffisant pour me payer moi? Alors on verra, dans certains cas, je me serais déjà payé avant, mais ça, c'est un détail. Mais en tout cas, est-ce que moi, je vais pouvoir me payer? Puis surtout, plus important, parce que ça, c'est si je suis allé chercher du fonds, est-ce que je peux rembourser ce que j'ai emprunté? Enfin, c'est tout aussi important, hein. Et enfin, est-ce que aussi je peux, financer le développement de mon entreprise? Hein, la rentabilité de l'entreprise, elle ne sert pas uniquement à se financer soi, hein, à tirer des revenus, elle va aussi servir, le cas échéant, si on a emprunté, à rembourser de l'emprunt. Et ça, et aussi à préparer le développement, hein. Si je démarre avec un véhicule d'occasion, mais que je vais devoir le remplacer dans 2 ans, d'accord? Ou si je veux dans 2 ans, pouvoir, investir dans des locaux, mieux placés, plus grands et cetera, peut-être que c'est avec les résultats et ma capacité d'autofinancement que je vais pouvoir préparer ce développement de mon entreprise. Donc il y a des do dans le prévisionnel financier, il y a plusieurs, documents, qui sont établis, hein, dans l'étude financière. Donc il y a ce plan de financement, il y a ce compte de résultats prévisionnel qui s'appuie sur le chiffre d'affaires qu'on a estimé dans l'étude de marché pour pouvoir calculer la rentabilité. Et ces éléments-là sont réunis, d'accord, dans un plan de financement à 3 ans, que je vous ai mis à l'exemple par exemple, ici, qui permettent de voir, en fonction de combien nous a coûté, l'activité, d'accord? Combien et les remboursements, d'emprunts, qu'on a à faire, par exemple, mais aussi éventuellement, le financement qu'on veut tirer de son activité, de voir, en fonction du résultat, les ressources qu'on va avoir, la capacité d'autofinancement qu'on va tirer, est-ce qu'elle va être suffisante pour couvrir, d'accord, les besoins, qu'on a? Ça, c'est la partie, financier. Après, dans cette partie financier, il va y avoir des indicateurs qu'on va pouvoir voir pour voir quelles sont, la capacité d'autofinancement. J'ai dit, quel est les seuils de rentabilité, à partir de quel moment je commence à gagner de l'argent, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est la partie étude financière, l'étape 3 qu'on a mis sur notre parcours. Sachant que l'étape suivante, c'est, l'étape,
Alors je passe un petit peu rapidement sur cette étape-là, qui sont des étapes quand même très techniques et qui nécessitent effectivement un examen, une expertise technique. Ça, on en parlera aussi. Le conseiller en évolution professionnelle, c'est pas nécessairement un expert en création d'entreprise. On l'a dit, c'est quelqu'un qui va être expert dans la conduite du projet globalement, du projet de transition professionnelle, mais il peut aussi vous orienter vers des acteurs, d'accord, des prestataires spécialisés dans la création d'entreprise qui peuvent vous accompagner sur ces étapes techniques d'analyse financière, d'analyse juridique ou d'études de marché. Et donc la question qu'on doit se poser, hein, alors on a dit il n'existe pas de forme idéale. Moi je dirais plutôt toutes les formes sont bonnes. Mais il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment bonne, c'est celle qui vous convient le mieux. Mais pour savoir laquelle vous convient le mieux, il faut vous poser les bonnes questions. Et pour se poser les questions qui sont à se poser pour choisir le choix du statut, hein, ça va être, savoir comment est-ce que je veux décider? Est-ce que je veux décider moi tout seul? Est-ce que je veux être le seul à décider dans mon entreprise? Est-ce que je veux partager cette décision? Est-ce que éventuellement je ne veux pas décider? Je veux laisser cette décision, mais je veux être associé à l'activité, sans être nécessairement le premier décisionnaire. Enfin, aussi, quel va être le régime fiscal? C'est-à-dire quel impôt je vais payer? Et mon statut social, c'est-à-dire quel va être le statut? Alors, on l'a pas détaillé dans le slide, mais il faut savoir que, une des grands changements qui va s'opérer en termes de transition professionnelle quand vous allez passer d'un statut salarié à un statut indépendant, hein, d'accord, entrepreneurial, c'est que vous allez changer de statut social. C'est-à-dire que vos cotisations, vos couvertures ne seront plus les mêmes. Et il existe 2 types de statut social, d'accord? On peut avoir un statut de travailleur non salarié ou un statut d'assimilé salarié, qui est plus proche du statut salarié, mais qui n'est pas exactement le statut salarié. Donc ça, en fonction du choix du statut juridique que vous allez faire, vous allez avoir soit l'un ou vous allez pouvoir dans certains cas choisir ou non le statut social, il va être décidé par le choix du statut. La protection du patrimoine en cas la couverture de mon risque personnel, hein, en cas de défaillance de l'entreprise, qui va payer les dettes s'il y a des dettes. Ça peut être aussi en fonction de la nature de l'activité. Il y a des activités qui sont nécessairement, mais c'est plus rare, mais qui dirigent vers le choix d'un statut, d'accord, précis. Sinon, on a généralement le choix du statut, mais il peut y avoir aussi, d'un point de vue commercial, on peut avoir intérêt, par exemple, à ne pas être en micro-entreprise, parce que la micro-entreprise, nos clients vont juger que c'est pas très sérieux, que c'est des petites entreprises, c'est pas très fiable. Si on a des clients entreprises, ils veulent peut-être de la fiabilité, et cetera. Donc peut-être qu'on fera un choix aussi par rapport à ça. En fonction de sa situation personnelle, d'accord, quels sont effectivement, bah, on l'a vu sa situation. Est-ce qu'on a une situation familiale aussi qu'on veut sécuriser, d'accord, avec peut-être une couverture sociale particulière, et cetera, par exemple. Et en fonction de la taille de l'entreprise et aussi de son évolution. Si on veut évoluer, d'accord, on peut très bien démarrer en étant seul à la barre de son entreprise et vouloir à terme, plus ou moins rapidement, bah, faire monter des associés. Bah, à ce moment-là, il y a des statuts qui l'autorisent et d'autres qui ne l'autorisent pas. Sachant que les statuts, on peut toujours les modifier, on peut toujours en changer, d'accord? Le faire si on n'a pas fait le bon choix au départ, on peut avoir un choix pour démarrer avec un statut, puis ensuite évoluer vers un autre. Tout est possible. Alors on va détailler un petit peu, mais rapidement, très rapidement, donner quelques précisions par rapport au statut juridique. Donc, il y a 2 grandes familles de statuts, on va dire ça comme ça. Il y a l'entreprise individuelle d'un côté et les sociétés de l'autre. Alors, ce qu'on a exposé là, c'est pendant longtemps, effectivement, auparavant, à l'entreprise individuelle, c'était une entreprise en nom propre. C'est-à-dire que le propre de l'entreprise individuelle, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un chef d'entreprise, hein, puisqu'elle est individuelle, il ne peut pas y avoir d'associé, et c'est une entreprise qui est rattachée à la personne. Ça veut dire que le patrimoine de la personne était confondu avec le patrimoine de l'entreprise. Alors je disais était parce que le slide là, il n'est plus d'actualité aujourd'hui, puisque il y a une évolution, hein, réglementaire, législative, juridique, qui fait qu'aujourd'hui, justement, le patrimoine personnel n'est plus confondu dans le cadre de l'entreprise individuelle avec le patrimoine de l'entreprise.
Pour autant, il reste un patrimoine. Il y a les patrimoines sont séparés, mais il reste un patrimoine professionnel, d'accord? Mais donc on ne peut pas, aller chercher sur le revenu personnel en cas de dette. Bon, on avait mis la maison à part parce que la résidence principale est toujours hors périmètre de recouvrement de la dette en cas de défaillance, mais c'est aujourd'hui le cas aussi de la situation des biens personnels, des biens personnels et des revenus et des, revenus financiers et des financiers personnels de la personne. Par contre, tout ce qui concourra à l'activité de l'entreprise, le patrimoine professionnel, les machines, les équipements, les locaux éventuellement, seront effectivement dans un périmètre qui pourra être mobilisé pour rembourser la dette en cas de défaillance. Dans le cas de la société, on voit là, c'est bien la séparation. Donc c'est un modèle on a vu, c'est ce que j'essaie d'expliquer, qui est à peu près un peu, maintenant équivalent à celui de l'entreprise individuelle. À la différence près qu'en société, bien évidemment, on peut être plusieurs, mais on n'est pas obligé d'être tous plusieurs. On peut très bien être en société tout seul. On peut être en société avec soi-même pour démarrer, par exemple, et puis éventuellement par la suite, dans le cas de développement, faire monter, hein, sur le siège, à côté du conducteur à côté, d'autres associés. Hem Mais le patrimoine est séparé au départ. Il y a un statut, on rédige les statuts juridiques qui déterminent effectivement ce qu'il est du patrimoine, qui est le patrimoine de l'entreprise et qui permettra d'avoir une personne qui sera une personne qui a l'entreprise dans lequel on mettra du patrimoine, qui sera son patrimoine à elle et le patrimoine du chef d'entreprise sera séparé. Ce modèle, il est donc aujourd'hui, ils sont à peu près semblables en termes de séparation des patrimoines pour l'entreprise individuelle et les sociétés, à la différence près quand même que dans le cas, de l'entreprise individuelle, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de personne quand même entreprise, donc c'est un patrimoine professionnel. C'est pas un patrimoine qu'on a fléché, dédié, d'accord? Comme dans les sociétés. Bon, c'est des nuances, mais qui ont du sens, mais maintenant effectivement toutes les entreprises individuelles ont aussi une séparation du patrimoine. Pour ceux qui peut-être se sont renseignés, il existait avant une entreprise individuelle à responsabilité limitée, une EIRL. En fait, aujourd'hui, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'elle a fusionné en fait avec l'entreprise individuelle. De fait, l'entreprise individuelle est dorénavant une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Bon, là aussi, ce sont des questions sur le temps d'un webinaire de projet, on ne peut pas rentrer dans les détails, donc ça nécessitera probablement de faire appel à un conseil pour faire le bon choix, sachant qu'il n'y a pas, un bon choix qui s'impose à vôtre, il y aura d'abord le vôtre. Ce qui est important aussi quand on rencontre un conseil, c'est, de l'écouter, mais de prendre sa décision. Le conseil ne doit pas vous imposer une décision que vous n'auriez pas compris, à minima, partagé bien évidemment. On l'a dit, dans le choix du statut juridique, il y a aussi la dimension fiscale, hein. Alors, quel est-ce que je vais payer comme impôt? Alors ça, c'est une question aussi qui est généralement qui préoccupe beaucoup le porteur de projet en création d'entreprise. J'allais dire, la première question qu'il faut se poser avant de savoir ce qu'on va payer comme impôt, c'est: «Est-ce que, je vais avoir de quoi payer des impôts?» C'est-à-dire que se payer des impôts, c'est une très bonne nouvelle pour une entreprise. Alors je entre guillemets, hein, mais c'est pas une mauvaise nouvelle dans le sens où ça veut dire qu'elle a des bénéfices ou des résultats, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. C'est un objectif, hein. L'objectif, hein, c'est pas de ne pas payer d'impôts parce qu'on n'a pas de résultat. Bon, voilà, je caricature un peu, mais pour signaler que cette question de la fiscalité, qui est une question qui va se poser, c'est pas la question centrale du projet. La question centrale, hein, je reviens à l'étape de marché, c'est: est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais pouvoir vendre? Est-ce que je vais pouvoir me positionner auprès de mes concurrents? Est-ce que je vais avoir les bons tarifs? Est-ce que je vais avoir le bon positionnement? Parce que si je n'ai pas ça, j'aurais beau avoir fait le bon choix du régime fiscal, si à l'arrivée j'ai zéro de bénéfice, bah, de toute façon je ne payerai pas d'impôt, mais c'est pas une bonne nouvelle, hein. Donc la question de la fiscalité, elle va se poser quand même à un moment donné pour savoir, bah, quel va être le régime le mieux adapté. À savoir que suivant le choix du régime, du statut juridique qu'on a fait, effectivement, il y a des options fiscales qui sont plus ou moins qui sont possibles ou pas. Quand on est en entreprise individuelle, l'option fiscale qui s'offre à nous, bah, il y en a pas. Alors justement, enfin, on va être donc à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que les bénéfices de l'entreprise, c'est-à-dire tout son résultat seront en fait des revenus, et donc
je serai soumis à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble du résultat. Alors, c'est pas tout à fait exact parce qu'il existe des options aussi à l'impôt sur les sociétés dans le cas des entreprises individuelles. Vous voyez, donc aujourd'hui, maintenant, vous voyez, les options sont beaucoup plus ouvertes entre tout, dans tout, c'est-à-dire que on peut moduler beaucoup plus facilement quand même les régimes, mais même s'il est exact que le régime fiscal de l'entreprise individuelle, c'est d'abord le régime de l'impôt sur le revenu. Si on est en société, alors, vous voyez, bon, les sociétés, j'ai pas parlé, je les ai pas nommées, donc qu'est-ce qu'il existe, en société? Pu Il y a des noms comme ça un peu barbares, EURL, SARL, SAS, SASU, il y en a d'autres, hein, qui existent, mais ceux-là, ce sont les principaux, hein. C'est généralement sur celles-là qui sont les plus empruntés. Ça, ce sont des statuts de société et les statuts de société en société, on peut choisir une option fiscale qui est l'impôt sur les sociétés, où là, ce qui sera soumis à l'impôt, c'est pas l'ensemble du résultat, c'est pas le revenu du chef de l'entreprise et donc du chef d'entreprise, ce sera le bénéfice de l'entreprise. Bon, là aussi, ce sont des notions qui seront abordées avec le prévisionnel financier, hein. Quand on aura pu établir justement les bénéfices possibles, c'est effectivement l'activité, quelle est l'option la mieux choisie. Voilà. C'est une question qui est importante, mais c'est pas la question qui est la plus importante. Je dis ça parce que souvent, les porteurs de projets ont cette préoccupation de se dire quel va être le statut, comme première préoccupation, la question de la fiscalité. C'est une question qui est importante, et sachant que des options et pour optimiser, pour améliorer la fiscalité, il en existe toujours, y compris des légales, hein, et notamment dans le développement, et cetera, et pas simplement dans le choix du régime. Petite, précision aussi, ce que je n'ai pas, précisé, avant sur le stade présent, c'était que la micro-entreprise, c'est un statut juridique d'une entreprise individuelle. La micro-entreprise, c'est pas un statut juridique en soi, c'est le statut juridique de l'entreprise individuelle avec une option fiscale particulière qui est à l'impôt sur le revenu, mais qu'on appelle micro-entreprise, donc qui est forfaitaire, et une option sociale qui est particulière aussi, qui est micro-sociale, qui est elle aussi forfaitaire. Voilà. Donc c'est pas un statut, c'est une simplification, hein, de gestion, la micro. Voilà, donc les options IS l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, ce sera aussi un critère de choix du statut juridique, sachant qu'on peut évoluer aussi, hein, on peut démarrer parce que l'activité, démarre sur une option et basculer sur une autre dans certains cas. Hervé, je suis désolée de te couper, il faut qu'on accélère un tout petit peu, sinon on n'aura pas OK, le temps de parler des démissionnaires. Mais la partie sur les aides, elle est importante parce qu'il y a des questions, qui portent sur ça, donc bon. je te laisse la développer. Allez, je continue. Donc là effectivement, les aides, alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont, il y a des aides, mais la première chose, bon, dans ces aides, il y a des aides au financement. Dans les aides en financement, on verra, que notamment il y a l'aide du Pôle emploi, l'ARS ou le maintien de l'ARE, hein, qui est une aide au financement, qui peut être une aide au financement du projet. Mais il en existe d'autres, hein. Les aides au financement, ce sont notamment les prêts d'honneur, les microcrédits. Il y a des aides aussi, il n'y a pas que des aides au financement, il y a des aides d'allègement de charges, des aides sociales, comme par exemple l'ACRE, qui est une aide aussi liée à la création d'entreprise avec le statut du Pôle emploi, qui permet de payer moins de cotisations sociales sur une période, généralement d'un an. Et puis, il y a aussi des aides aux investissements en fonction de votre lieu, c'est-à-dire que suivant les territoires, les des activités peuvent être encouragées, subventionnées, parce elles sont en déficit sur le territoire. Il y a un déficit de services sur le territoire qui fait que les autorités locales encouragent le développement de cette activité. Et puis il y a aussi des aides aux investissements, on le verra dans le développement de l'entreprise, pour justement aller aussi dans le sens un petit peu des besoins de la société, comme par exemple aujourd'hui des aides aux investissements pour diminuer les consommations d'énergie, parce que il y a un besoin que les entreprises, donc le législateur peut aussi encourager ce développement de ce type d'investissement. Une fois que le projet est arrêté, donc le choix du statut, il faudra encore l'enregistrer. Donc là, il faudra s'adresser à un centre de formalité d'entreprise. Alors jusqu'à aujourd'hui, le centre de formalité des entreprises, c'était en fonction de la nature de l'activité, il fallait s'adresser à des chambres consulaires.
soit dans le cadre des activités artisanales, la chambre de métier. Donc, je vous rappelle, les activités artisanales, c'est quand on travaille avec ses mains. C'est-à-dire que la tête, nous, on s'en fiche. Non, je plaisante, mais hein, c'est quand on fait de la prestation de service. Euh, et puis les activités commerciales, la chambre de commerce, les activités libérales, l'URSSAF, puis après il y a d'autres activités artistiques et autres, je passe, ou agricoles, ça j'y passe. Bon, dorénavant, à partir de 2023, il n'y aura plus qu'un seul guichet unique, hein, ce sera l'INPI qui gérera un guichet, et toutes les procédures seront dématérialisées. C'est-à-dire que vous devrez tout faire en ligne. Bon, ceci dit, j'allais dire rassurez-vous, en tout cas, les guichets des consulaires continueront d'exercer et pourront aider aux formalités de la même manière, mais ce ne seront plus les guichets d'enregistrement uniques des entreprises. Il y aura, en fonction, vous ne serez pas obligé de vous adresser à la chambre de métier pour immatriculer une activité artisanale, mais vous pourrez encore le faire. Voilà, alors ça me permet de basculer sur effectivement l'environnement de la création d'entreprise, on n'est pas seul. Alors l'important, hein, vous savez que tout seul on va plus vite, mais ensemble, accompagné, on va plus loin. Je ne sais plus comment on dit, mais enfin il y a un truc, quelque chose comme ça, qui explique qu'effectivement être accompagné dans son projet, c'est important aussi pour la réussite, hein, pour avoir des conseils. Alors je le dis, avoir des conseils, mais être capable aussi de prendre les décisions par soi-même. Donc avoir des bons conseils, d'avoir de l'expertise pour, sur certains aspects, avoir un apport en compétences ou monter en compétences. Pour ça, il y a évidemment, les chambres consulaires, hein, je reviens, mais il y a aussi d'autres structures qui accompagnent à la création d'entreprises. Il peut y avoir des experts comptables, il peut y avoir des organismes de financement pour les aides et des organismes de formation, des cabinets, des coopératives ou des pépinières, différentes structures. Ça aussi, le CEP saura, vous, orienter vers des prestataires spécialisés en fonction de votre besoin. Bah, voilà, hein, alors c'est trop dense, il y a trop d'informations, c'est trop compliqué, il y a trop d'interlocuteurs. Bon, le conseiller en évolution professionnelle, venez rencontrer, nous sommes dans les semaines de l'évolution, c'est pour en parler. Le conseiller en évolution professionnelle, c'est quelqu'un aussi qui est là pour être l'ensemblier de votre parcours, c'est-à-dire pouvoir justement assurer la cohérence entre les différents interlocuteurs que vous allez avoir, vous orienter vers eux et pouvoir coordonner aussi ce parcours, on l'a vu dans la planification, dans la construction. Et il peut faire bien d'autres choses aussi, hein, n'est-ce pas Alice? Oui, Puisque alors si tu veux bien, passe on la va main. traiter les questions du chat parce qu'elles concernent vraiment, c'est des questions Ça assez précises marche. et techniques, mais tu as toutes les compétences, on l'a vu, et l'expertise pour y répondre. Je vais te les pousser sur Essayez en l'écran. tout cas. Je les prends par ordre de classement parce qu'il y en a qui ont eu beaucoup de succès. Donc, je te propose de répondre à celle-ci pour démarrer. Existe-t-il des dispositifs qui permettent d'évaluer nos compétences dans les 4 domaines Alors, évoqués du début, les compétences du chef d'entreprise? oui, il existe, un dispositif qui est un bilan de compétences, en fait, à proprement parler. C'est-à-dire, on peut entreprendre un bilan de compétences. Alors, il existe des bilans de compétences entrepreneuriales, hein, ou entrepreneuriaux, c'est plus exact, mais qui sont en fait des bilans de compétences à proprement parler, mais dans lequel vous allez flécher en termes d'objectifs, la création d'entreprise. Bon, un bilan de compétences, ça peut vous permettre effectivement d'identifier, ben, vos compétences dans ces métiers et vos qualités, vos traits de personnalité, vos caractères, vos soft skills, vos habiletés pour pouvoir justement vérifier. Après, comme je vous l'ai dit, le bilan, il fait un bilan, mais c'est aussi important de voir dans la démarche, dans la dynamique de projet, c'est aussi des choses qu'on peut tester aussi dans sa capacité à faire et à entreprendre et à porter son projet. C'est une dimension qui est importante aussi pour mesurer ses compétences. Mais les compétences à proprement parler, il y a effectivement le bilan de compétences qui peut être un dispositif. Le conseil en évolution professionnelle peut aussi vous permettre, en fonction de votre parcours, de retracer un petit peu et de flécher les compétences utiles que vous pourriez mobiliser et transposer, transférer au projet. Et s'il en manquait, les besoins en formation, d'accord, que vous auriez besoin. Super, merci Hervé. Existe-t-il un modèle type pour faire une bonne étude de marché et qui doit le faire? Alors, ben, je vais commencer par la fin, à savoir qui doit le faire, ben, c'est vous. Tout ce que s'il y a une chose à retenir sur ce webinaire, c'est de dire que vous devez faire. C'est important que ça passe par vous, que ce soit votre projet, que vous vous l'appropriez, que vous le testiez, même si vous pouvez être conseillé, accompagné, soutenu, encouragé, guidé, c'est bien vous qui devez être l'acteur de votre projet si vous voulez en garantir la meilleure chance de réussite. Donc, une étude de marché,
C'est effectivement à vous de la faire. Alors des différents types de modèles, il en existe. Il y a du modèle Canva, il y a des modèles, et cetera, Simp, et cetera. Il y a différents modèles. L'important, c'est de savoir, c'est pas le modèle, il y a effectivement de façon, c'est de savoir les questions, connaître les questions qu'il faut se poser. Et les questions qu'il faut se poser, c'est avoir identifié, on l'a vu, en priorité, son environnement, sa clientèle et son fournisseur, et voir à partir de là quelles sont les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses de votre projet. Voilà, modèle SWOT par exemple sur la relation, c'est aussi possible. Voilà. Et dans la même veine, peut-on trouver des modèles pour commencer à faire soi-même un plan de financement? Oui, il en existe. Alors, vous avez, on l'a pas cité ici, bon, il existe des sites qui sont très bien référencés sur la création d'entreprises, dont notamment un, bon, c'est pas le seul, mais qui est quand même un site un peu de référence, qui est le site de BPI Création, sur lequel il y a beaucoup d'informations utiles sur la création d'entreprise, y compris sur le plan de financement. Donc on peut très bien faire son plan de financement soi-même, y compris si on a, si on n'a pas de compétences en comptabilité, hein, et toujours en gestion, il y a 2 touches sur la calculette, hein, il y a plus et moins, hein. C'est pas, on n'avait pas besoin d'être sorti de prépa ou de mathématiques et cetera pour pouvoir faire ça. Par contre, il faut être sûr d'avoir bien identifié toutes les charges, tous les coûts et cetera, et ça nécessite quand même d'avoir un regard, bon, une certaine expertise sur la notion. Et puis, il y a certaines charges qui sont difficiles à appréhender quand on ne connaît pas leur mécanisme, comme les charges sociales, fiscales ou autres. Mais c'est possible, effectivement, de l'envisager. Alors, il y avait 2 questions qui tournaient autour des possibilités d'aide aux reconversions vers l'entrepreneuriat pour les agents publics. Bon, j'ai pris celle-ci, mais j'ai vu qu'il y en avait une deuxième. Est-ce que toutes ces aides que tu as présentées sont, Ben, les aides, en l'occurrence, là, il faudrait retracer aide par aide. Bon, c'est un examen qu'il faut faire un peu particulier. Alors, les aides pour les agents publics, d'accord, si, ils sont, alors, tout dépend, si ils sont, les aides du Pôle emploi, par exemple, c'est s'ils sont indemnisables. On sait que en fonction du mode d'assurance chômage de l'établissement, c'est pas toujours, enfin, c'est à voir, à préciser. Mais la plupart des aides, oui, sont accessibles aux agents publics. Tout ce qui est aide au financement avec les prêts d'honneur, etc., le fait d'être agent, effectivement. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut être agent, est-ce qu'on veut quitter son statut d'agent public pour créer son entreprise? Est-ce qu'on veut le faire en complément de son activité? Ça soulève des questions aussi, parce que quand on est agent public, il y a des activités qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire en complément de son activité. Enfin, toutes ces questions doivent être répondues. Par contre, je te le rappelle, Alice, nous ne sommes pas compétents pour intervenir sur les agents publics, puisque nous sommes, nous, dédiés aux actifs occupés, mais bien évidemment, les agents publics ont des conseils en évolution professionnelle dédiés qui peuvent les informer. Et donc là, je conseillerais aux personnes qui ont posé ces questions de s'orienter vers ces conseillers en particulier. Quelle question on va pouvoir prendre? Est-ce que pour l'auto-entrepreneuriat, il existe un site qui s'appelle espace-autoentrepreneur.com? Est-ce que c'est le bon site pour s'inscrire, Hervé? Est-ce que Non, tu le sais? OK, non. donc c'est une bonne question. Non, Attention. le site pour s'inscrire, c'est le site de l'URSSAF. Donc oui, faire attention, effectivement, bon, pour ça contacter, alors il faut savoir que, pour vous indiquer sur les formalités de création, vous pouvez vous adresser bien évidemment à des établissements consulaires ou à des spécialistes de la création qui vous indiqueront les bons sites. Faites attention, il y a des sites qui vont vous proposer d'inscrire, mais qui vont vous faire payer. L'inscription en micro-entreprise, c'est gratuit, hein, les formalités sont gratuites. Donc non, aujourd'hui, le site pour immatriculer son entreprise, c'est le site de l'INPI, ou la démarche, le site de l'INPI pour la création d'entreprise. Et puis, on rappelle le site BPI France, hein, que tu as évoqué, qui n'est pas le seul, mais qui est très bien fait et sur lequel on Oui, peut mais qui trouver n'est des pas le site pour renseignements. déclarer l'entreprise, mais qui saura Non, nous non, non, mais orienter c'est vers le plus, site, tout à fait. une réponse générale parce que là, du coup, il va falloir passer au dispositif Oui, oui, démissionnaire. Donc ça pour clore marche. un peu, qui illustre Oui, tout ce oui, que tu as évoqué, le site BPI France, c'est un site qu'on recommande.
C'est ça. Alors, on va se dire un mot quand même du dispositif démissionnaire qui est assez récent, hein, qui date de fin 2019, novembre 2019, qui permet à des personnes qui seraient éligibles, et on va rentrer dans le détail de l'éligibilité, de bénéficier de l'allocation retour à l'emploi après une démission, dès lors qu'il y aurait un projet de reconversion formation ou de création reprise d'entreprise. Et c'est pour cette raison-là que on a un petit zoom sur ce dispositif dans le cadre du webinaire Je veux créer mon entreprise. Donc pour en bénéficier, il faut respecter certains critères, notamment d'être en CDI au moment où on dépose son dossier, avoir à minima 5 ans d'activité salariée, 1300 jours, et sur ce critère d'éligibilité d'ancienneté, c'est extrêmement important. Il faut utiliser le simulateur de Pôle emploi pour vérifier qu'on respecte bien ces critères d'ancienneté. On peut avoir différents types d'expériences pendant les 5 années, hein, mais au moment où on dépose, il faut être en CDI et pouvoir justifier d'avoir bien 1300 jours d'activité salariée pour pouvoir déposer son dossier. Et le dossier donc va être instruit par une commission paritaire qui va juger du caractère réel et sérieux du projet de création en reprise d'entreprise. Donc toutes les informations sont sur un site internet démission-reconversion.gouv.fr. Le .gouv, c'est le garant que c'est un vrai site officiel, hein, qui permet de bien expliquer toutes les étapes. En tout cas, il y a un point important, c'est qu'il faut forcément être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. C'est obligatoire pour pouvoir constituer son dossier. Le passage par le CEP permet de sécuriser vos démarches, de vérifier avec vous que votre projet, effectivement, il est suffisamment solide pour être présenté à la commission. Et si vous obtenez le caractère réel et sérieux, il y aura possibilité de s'inscrire. On a un petit schéma qui explique toutes ces étapes, hein. On vérifie l'éligibilité, donc comme je l'évoquais, hein, via le simulateur de Pôle emploi notamment. On prend rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle avant d'avoir démissionné, ça c'est obligatoire. Le conseiller en évolution professionnelle va vous aider à compléter votre dossier. Il y a différentes pièces à remettre, notamment l'étude de marché, le plan de financement, hein, tout ce que Hervé a évoqué auparavant, mais qui permettent vraiment à la commission de juger du caractère réel et sérieux du projet. Et le conseiller en évolution professionnelle aura un volet CEP à co-rédiger avec vous et à signer. Et puis, le dossier est déposé à la commission paritaire qui est Transition Pro, que vous connaissez. Hein, Transition Pro, c'était les fonds GESIF avant, et donc qui traite aussi les dossiers de formation PTP, hein, que vous avez sur d'autres webinaires. Donc, c'est Transition Pro qui va instruire la demande et qui va délivrer l'attestation du caractère réel et sérieux, qui permettra dans les 6 mois qui suivent de s'inscrire à Pôle emploi. Et ensuite, il y aura 6 mois pour prouver à Pôle emploi qu'on met bien en œuvre son projet pour lequel on a obtenu le caractère réel et sérieux. Donc, c'est un dispositif qui est quand même intéressant parce que quand on a un projet de création et qu'on est salarié et qu'on a envie de pouvoir quitter son emploi pour pouvoir se lancer, ça permet de sécuriser quand même et d'obtenir à la fois l'allocation chômage, mais aussi toutes les aides à la création qui sont disponibles pour les demandeurs d'emploi. On a évoqué l'ARS tout à l'heure, hein, donc des aides comme celle-ci. Dans tous les cas, le CEP, c'est la porte d'entrée qui va vous aiguiller, vous expliquer et vous réexpliquer toutes ces étapes. Le rôle du conseiller, ça sera de vous accompagner, de vous orienter pour constituer un dossier solide. Donc, comment on formalise un investissement, quel financement, les procédures, vous rassurer si jamais il y avait du stress dans cette phase-là de transition, vous aider à définir une stratégie, etc. Et ça va nous amener à clôturer sur qu'est-ce que le CEP. Alors, je suis sûre que vous êtes tous très au fait de ce qu'est le CEP parce qu'il y a beaucoup de webinaires depuis le début de la semaine. C'est donc un service, une mission de service public. C'est un service entièrement gratuit, confidentiel, neutre, accessible et impartial, qui est un appui pour tous les salariés et les indépendants. Alors, Hervé l'a évoqué tout à l'heure, hein, nous n'accompagnons pas les agents publics qui ont un service de conseil en évolution professionnelle de leur côté, hein, mais on accompagne tous les salariés de droit privé et les indépendants à faire le point sur leur situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. On a évoqué en tout début de webinaire qui sont les opérateurs donc pour les salariés et les indépendants. Sachez que pour les cadres, c'est l'APEC, les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, les jeunes de moins de 26 ans, les missions locales, et les personnes en situation de handicap peuvent être accompagnées par le Cap emploi au titre du CEP.
Je pense que vous avez bien compris que le CEP intervient sur toutes les thématiques qui touchent à la carrière professionnelle, donc l'évolution professionnelle, le développement des compétences, la reprise ou la création d'activités, les mobilités internes ou externes, la reconversion, la certification. On est sur un accompagnement qui est individualisé, donc il n'y a pas d'étape collective, hein, on s'adapte vraiment et on écoute les personnes qu'on accompagne. On délivre un premier niveau de conseils et d'informations à travers un premier rendez-vous qui dure 1 heure et demie et ensuite on peut, le cas échéant, poursuivre sur un accompagnement qui pourra durer entre 6 et 18 mois et mobilisable autant de fois que de besoin. Pour prendre rendez-vous, il y a un site qui est mon-cep.org qui vous permettra d'identifier quel est le bon opérateur en fonction de votre région, puisque vous avez vu, on est nombreux, puisque selon les régions, les noms des opérateurs vont pouvoir varier. Je suis passée un peu vite sur cette partie-là, de manière à ce qu'on puisse quand même répondre aux dernières questions. Alors, le CEP peut-il s'adresser aux retraités? Et non, on accompagne les actifs occupés, donc toutes les personnes jusqu'à leur retraite, hein. C'est comme le compte personnel de formation, on l'a depuis le début de sa vie active, mais on ne peut plus le mobiliser à la retraite. Donc, désolé pour les personnes retraitées, sauf si elles sont bénévoles, puisqu'on accompagne quand même les bénévoles. Pour le dispositif démissionnaire, un agent en CDI dans la fonction publique peut-il aller voir un CEP du privé? Alors, le dispositif démissionnaire, il n'est pas ouvert aux agents publics qui ont un statut public. Si votre contrat est bien de droit privé, on aura des vérifications quand même à opérer, puisque selon les structures, je prends des exemples, SNCF, La Poste, EDF, même si le contrat est de nature privée, il y a un système d'auto-assurance chômage qui, du coup, ne vous permet pas d'être éligible au dispositif démissionnaire. Dans tous les cas, il y a des formulaires pour le vérifier. Donc, si vous avez un doute, prenez rendez-vous avec le CEP, parce que de toute façon, si vous avez bien un contrat de droit privé, vous pouvez être accompagné par nous et on vous aidera à vérifier l'éligibilité à ce dispositif démissionnaire. Est-ce qu'une période de congé parental compte comme activité salariée? Dans le décompte des 1300 jours, effectivement, le congé parental est pris en compte. C'est toutes les périodes de travail, mais aussi des périodes qui sont indemnisées du type arrêt maladie, congé parental, congé maternité, etc. Ce qui n'est pas pris en compte, ça va être les congés sans solde et les congés sabbatiques. Existe-t-il des sites internet publics qui prévoient un espace pour faire, excusez-moi, j'ai oublié de remettre en visibilité les questions, qui prévoient un espace pour faire connaître son activité au démarrage? Plus pour toi, Hervé. Non, non, par contre, il en existe de nombreux, privés, ou autres, mais publics, non. Sauf, à savoir, sauf si on a une activité, par exemple, qui soit une activité, médicale, où on va être sur Amélie, potentiellement, enfin voilà, mais non, sinon il n'existe pas de site, public pour la promotion d'activités, à proprement parler. Par contre, on peut trouver des Merci. annuaires dans tous les autres, voilà. Merci, Hervé. Écoutez, on arrive au bout de ce webinaire. J'espère que vous avez obtenu les réponses à vos questions. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle. C'est l'ensemblier, Hervé le disait, on est la porte d'entrée, on vous délivre un premier niveau d'info et on peut vous aiguiller ensuite vers les bons interlocuteurs. On vous remercie pour votre participation et Hervé, un grand merci à toi. Je pense qu'on a pu profiter de ton expertise et c'était très intéressant. Merci Alice et merci à tous et bonne chance et bon courage pour la conduite de votre projet. Exactement. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur les autres webinaires. Il y en a encore beaucoup d'ici vendredi 21 octobre. Très bonne journée à tous. Merci.